Bienvenue dans cette deuxième émission de la rencontre annuelle 2021 du groupe Au Coffre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15. Avant de parler de transmission du patrimoine, un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission d'hier sur les 10 ans de Vera Valor. Vous pouvez la retrouver dès maintenant en replay sur la chaîne YouTube d'Au Coffre. Et pour ne rien rater de tous les replays de toute cette semaine d'émission, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les membres des services aucoffre.com, je vous rappelle que l'adhésion à la MUAC est gratuite. Elle permet d'échanger avec d'autres membres du service sur des opportunités d'investissement, mais elle autorise aussi ses membres à assister aux audits des coffres et donc s'assurer de la bonne gestion des biens des clients de coffre tout au long de l'année. Pour en savoir plus, amuac.org, amuac.org. Enfin, pendant toute la durée de la rencontre annuelle, on vous le rappelle, il y a des offres spéciales qui sont proposées sur le site aucoffre.com. Bonjour à tous. Transmettre son patrimoine est un exercice qui peut s'avérer compliqué, difficile, très technique même, d'autant que chaque situation est différente. En effet, on ne prépare pas une transmission à 40 ans comme on le fait à 75 ans, et puis les formes de cellules familiales sont de plus en plus complexes, elles sont évolutives. Nous apporterons dans cette émission des éclairages et des informations aussi sur la transmission des métaux précieux. Nous avons donc décidé de faire appel à un spécialiste de la transmission, il est avocat, il va nous apporter pendant 30 minutes des informations précises sur ce sujet, puis après je transmettrai, sans mauvais jeu de mots, vos questions posées via le chat de ce live en direct. Maître Laurent Delage, bonjour. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Commençons tout d'abord par un point vocabulaire. Les expressions autour de la succession sont différentes, qu'on soit par exemple agent des impôts ou héritier. Par exemple, droit de succession, c'est le terme utilisé par le fisc, par le trésor, et droit dans la succession, c'est le mot utilisé pour les héritiers. C'est un peu le départ de la complexité de la transmission du patrimoine, cette histoire de vocabulaire. Oui, c'est-à-dire que quand on parle de droit de succession, on pense spontanément à l'impôt qu'il va falloir payer au moment du décès, alors que le plus intéressant, c'est de s'intéresser à la façon d'organiser la succession. Et pour ça, il faut connaître le droit des successions, et le droit successoral. Alors, il y a d'autres mots que vous utilisez, et un vocabulaire un peu technique. Alors, on va en prendre trois déjà, c'est usufruit, nue propriété et indivision. Ça revient tout le temps. Tout le temps, c'est normal. On va considérer que la propriété se divise en deux. Une partie qu'on appellera l'usufruit, qui est le droit d'utiliser un bien ou d'en percevoir les fruits, très classiquement sur un appartement, l'habiter ou toucher les loyers. Et l'autre partie qu'on appellera la nue propriété, qui est le droit de disposer du bien, pour dire les choses, de vendre ce bien-là. Voilà. On peut vendre quand on est nu propriétaire. Alors les choses sont un peu plus compliquées que ça, comme souvent. Le nu propriétaire a le droit de vendre, mais il n'a pas le droit de faire disparaître la valeur qui appartenait à l'usufruitier. Donc il a le droit de vendre à condition de réemployer le prix pour racheter un bien où l'usufruitier aura ses droits, ou bien de vendre et de partager le prix pour indemniser son usufruitier. Et enfin, l'indivision, qui est quelque chose de très précis aussi. Oui, et c'est surtout l'indivision, ce à quoi on fait face quand on n'organise rien. Dans une succession, généralement, il y a plusieurs héritiers, et l'indivision, c'est le fait d'être propriétaire à plusieurs. Sauf que, généralement, on n'est pas comme dans une copropriété où chacun a un lot bien précis, bien divis, avec une assemblée, avec des droits. Dans une indivision, chacun a une quote-part d'un tout. Mais tout ça, comme ça le dit, ça n'est pas divis, ça n'est pas découpé en parts. Donc ça entraîne de temps en temps des conflits entre les membres de cette indivision. La difficulté, c'est de prendre une décision à plusieurs. Puisque comme on n'a pas vraiment de règles de division, dans bien des cas, pour décider de vendre, par exemple, dans une indivision, il faudra l'unanimité. C'est-à-dire qu'une seule personne pourra bloquer la chose. Et pour beaucoup de décisions importantes, il faudra la majorité des 2/3 des quotes-parts indivises. Et ça veut dire que sur un patrimoine, si on ne peut pas décider de faire la vente de l'or, par exemple, au bon moment, c'est le patrimoine qui peut perdre de la valeur.
Ok, alors on va essayer d'éviter pendant cette émission des psychodrames familiaux. Et pour éviter ça, la première chose que vous recommandez, c'est de prévoir, c'est d'anticiper. Et donc on peut anticiper avec un certain nombre d'outils, et notamment grâce à ce qu'on appelle la donation. Tout à fait. Si on veut anticiper sa succession, la première des choses à faire, c'est effectivement de commencer les transmissions avant son décès. Donc on fait des donations. Des donations, il y a plusieurs façons d'en faire. Alors justement, j'imagine qu'elles sont multiples, mais quelles sont les principales, les choses qu'on peut faire? On peut par exemple utiliser des donations, on l'a vu, alors moi j'appelle ça le don Sarko, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, qui permettent de donner à ses enfants, à ses petits-enfants, et de défiscaliser de son vivant. Tout à fait. Alors le plus simple, c'est effectivement qu'une personne donne à une autre personne un bien précis et précisément du numéraire. Ce qu'on a appelé le don Sarkozy, c'est une mesure qui n'a existé qu'en 2004 et 2005, en fait, qui permettait aux grands-parents ou aux parents de donner une somme d'argent dans la limite de 31 865 € pour mettre une valeur. Maintenant, cette donation de somme d'argent, de numéraire, est pérennisée. Et en revanche, il faut que la personne qui donne ait moins de 80 ans, et que ce soit du numéraire. Mais du numéraire, ça peut être un chèque bancaire, ça peut être un virement, mais ça peut être des pièces. Donc également. 80 ans et un jour, c'est trop tard. Voilà. Oui, donc il faut vraiment prévoir. Oui. Et donc on peut donner des pièces d'or et des pièces d'argent, effectivement pour les gens qui nous regardent, qui sont membres d'Ocofre ou utilisateurs des services du groupe Ocofre. On peut arriver à dire, je donne une partie, si ça dépasse pas les sommes imposées par l'administration fiscale, défiscalisées. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que chaque parent peut donner 31 865 € et chaque grand-parent peut donner 31 865 €. Ça veut dire qu'un même petit enfant pourrait recevoir, s'il a la chance d'avoir ses 2 parents et ses 4 grands-parents, 6 fois la somme. Est-ce qu'il va réussir à nous faire jusqu'à plus de 100 000 €? Oui, largement, oui, tout à fait. Donc on peut cumuler tous ces types de donations. Et est-ce qu'on peut, en donnant de son vivant, puisqu'on parle de ça, résoudre le fantasme de tout mauvais père de famille déshériter des enfants? Alors en France, il y a ce qu'on appelle la part réservataire, c'est-à-dire que si on a eu des enfants, ils ont un droit réservé dans la succession. Donc la réponse c'est, il n'est pas possible de déshériter ses enfants en France. Il faudrait être non résident français pour envisager ces choses-là. Donc en fonction du nombre d'enfants, il y a une part qui est réservée. Un enfant, 50%, 2 enfants, ce sera les 2 tiers de la succession, enfin du patrimoine qui sera réservé, 3 enfants et plus, ce sera les 3/4. Donc il reste 1/4 pour quelqu'un d'autre. Disponible. Alors attention, généralement, on protège aussi son conjoint. Donc on peut vite, entre les droits des enfants et les droits qu'on aura réservés au conjoint, remplir la totalité du patrimoine. Alors quand on entend des expressions comme donation au dernier vivant, ça correspond à quoi? Ça permet de réserver au conjoint survivant la part disponible en dehors de la part réservée aux enfants la plus large possible. Donc cette part la plus large possible, elle dépend du point de savoir si on a eu 1, 2, 3 enfants ou pas d'enfants du tout. Mais finalement, quand on entend ça, on se dit que tout est déjà prévu, tout est organisé, et donc on doit avoir peu de chances de se tromper, ou alors vous êtes avocat, donc évidemment vous devez vivre de tous les conflits et tous les dysfonctionnements qui existent, mais quels sont les cas les plus fréquents dans ces histoires de succession ou de transmission mal préparée? Alors l'indivision, c'est un peu pour celui qui voit les dossiers qui tournent mal, c'est ce qui est redouté. Parce qu'il peut y avoir une entente familiale du vivant, et après son décès, familialement, il peut y avoir beaucoup de ressentis qui réapparaissent, et l'indivision, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est avant tout une règle d'unanimité. Ça veut dire qu'on vient très vite au blocage. Voilà. Et donc très souvent, quand on veut organiser les choses de son vivant, c'est surtout pour éviter ce blocage. Alors notamment si on est attaché à son patrimoine, surtout si on l'a construit tout au long de sa vie, généralement, il y a une certaine logique à essayer de le préserver. Alors, on sait, pour ceux qui ont connu des décès et donc des successions, que les comptes bancaires sont bloqués
assez rapidement, dès que le décès de la personne est connu. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut poser problème, ou est-ce qu'il peut y avoir des gens qui prennent l'argent avant? Enfin, est-ce qu'il y a des histoires comme ça? Alors, les comptes bancaires qui appartiennent nominativement aux défunts vont être effectivement bloqués, hein. Ne serait-ce que pour garantir le droit des héritiers. Il faut d'abord savoir qui est héritier, quels sont les droits de chacun. Il est normal que ces comptes-là soient bloqués. Après, si on a cherché à anticiper, on a pu passer à un niveau de sophistication un peu supérieur, par exemple en créant une société civile patrimoniale. Il n'est pas du tout interdit que le compte dont on dispose, que ce soit du numéraire, de l'or, de l'argent ou des titres, appartiennent à une société civile. Société civile, c'est l'alternative à l'indivision. C'est-à-dire, l'indivision, on a dit tout à l'heure que c'était une propriété partagée, mais où chacun a une quote-part d'un tout. Dans la société civile, on va placer ses biens dans une société qui, elle, sera divisée en parts, divise. Et on va organiser soi-même qui a combien de parts. Et il y aura des règles de majorité, mais suivant une répartition qu'on aura prédéfinie. Et dans une société civile, surtout, il y a un pouvoir de gestion. Dans une société civile, il y a un représentant de cette société. Donc si c'est une société civile, ça s'appelle un gérant ou des gérants. Et on peut très bien prévoir que le gérant, s'il y a deux gérants, les deux conjoints par exemple, et qu'il y a un des deux gérants qui décède, le survivant pourra prendre toutes les décisions courantes, de laisser les comptes en l'état, d'en vendre, d'en réinvestir, et on n'aura pas de rupture. Et là, si c'est le cas du deuxième conjoint qui est co-gérant, les héritiers en fait peuvent être sur le coup complètement déshérités. Alors ils ne sont pas déshérités parce qu'ils héritent des parts, hein, de leur aïeul. Et si on a réellement anticipé, on a créé une société civile ou plusieurs sociétés civiles, hein, si on veut faire des lots séparés pour chaque enfant. Et on aura donné la nue propriété des parts ou d'une partie des parts de cette société civile. C'est-à-dire qu'au décès, les enfants qui sont dans la société civile vont bel et bien hériter de quelque chose. Alors quand on parle de société civile immobilière, qui est plus connue peut-être que la société civile comme vous venez de la décrire, qui visiblement fonctionne de la même manière à part qu'elle concerne un bien immobilier, on parle aussi de démembrement. Est-ce que ça, on peut faire du démembrement autre que sur un appartement ou sur un bien immobilier quelconque? Tout à fait. C'est-à-dire que le fait de démembrer, on peut démembrer un bien d'une façon générale. Ça peut être un bien immobilier et ça peut être un bien mobilier. Des parts d'une société civile, on va considérer que ce sont des biens mobiliers. Donc on va pouvoir donner la nue propriété des parts. Alors évidemment, c'est un peu plus abstrait que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'appartement. L'usufruitier des parts sociales, il va avoir le droit de vote sur un certain nombre de décisions et il va avoir le droit à percevoir les fruits produits, que ce soit des dividendes, des plus-values, des loyers. Ça dépend de la nature du bien qui est possédé par la société civile. Et le nu propriétaire va aussi avoir des droits. Alors sur une partie des distributions et sur une partie des décisions. Ce qui est intéressant dans la société civile, c'est que comme on a pu anticiper les choses, on a pu définir la règle du jeu. Dans l'indivision, on ne définit pas la règle du jeu. Elle s'impose de par la loi et c'est une mesure de sauvegarde. Mais dans la société civile, on a pu dire quelles sont les décisions qui seront prises par les usufruitiers, quelles sont les décisions qui sont prises par le nu propriétaire, quels sont les pouvoirs du gérant par rapport à quels sont les pouvoirs des associés. On est bien d'accord que le démembrement, c'est la séparation de l'usufruitier et du nu propriétaire. C'est ça. C'est-à-dire que sur un même bien, on dit je sépare le propriétaire ou le nu propriétaire et celui qui récolte les fruits. Je sépare l'arbre et les pommes pour un pommier. Tout à fait. Et ça a un intérêt très concret, c'est que l'usufruitier, qui est souvent le donateur, va garder un pouvoir de contrôle et de gestion de son patrimoine, tout en anticipant la succession, puisqu'il aura donné la nue propriété, et qu'à son décès, en fait, son usufruit va disparaître, et le nu propriétaire sera réputé à être propriétaire de tout le bien depuis l'origine. Donc on voit bien que à la succession, le nu propriétaire n'a pas à remplir une déclaration de succession pour ce bien qui lui a déjà été transmis. Si on prend l'exemple des pièces d'or ou des pièces d'argent qui seraient détenues dans un compte, qui n'est pas un compte bancaire, je pourrais démembrer un compte comme ça, c'est-à-dire dire j'ai une personne qui est propriétaire
des pièces et une personne qui a la possibilité d'en utiliser la valeur ou les plus-values s'il y en a? Alors, c'est le compte bancaire qui serait démembré, en l'occurrence. Ce n'est pas les pièces qui sont le sous-jacent du compte bancaire. Je pourrais retirer les pièces et les donner, ça c'est possible, c'est la liberté du titulaire du compte. Mais on peut tout à fait donner la nue propriété du compte, d'un compte dans lequel, qui ne sera pas un compte bancaire, d'un compte qui réunit le sous-jacent. Donc il peut y avoir de l'or, de l'argent, les deux, des liquidités. Oui, des tableaux, de l'art, des forêts, enfin ce qu'on veut. On va peut-être continuer sur le démembrement et savoir est-ce qu'il y a des avantages fiscaux sur le démembrement particulier. Alors avant l'avantage fiscal, la partie fiscale est toujours l'accessoire d'un principal. L'avantage premier d'un démembrement, c'est de conserver l'usufruit, c'est-à-dire les fruits, et un certain contrôle sur le bien tout en préparant sa transmission. Donc ça, à mon avis, c'est l'avantage premier. Et puis, il y a un avantage fiscal, effectivement, c'est que quand je donne la nue propriété, je me réserve l'usufruit. C'est-à-dire que la valeur du bien que je transmets n'est pas entière. Elle est donc moins forte que si j'avais donné la pleine propriété. Donc d'une part, je ne me dessaisis pas complètement de mon bien, et d'autre part, pour calculer les droits de succession, les droits de donation, on va appliquer une décote qui sera fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc quand on a de 51 à 60 ans, la décote sera de 50%, et jusqu'à 70 ans, on aura une décote de 40%. Là aussi, vous venez de donner des informations très importantes sur la façon de prévoir et d'organiser, c'est qu'il y a des tranches d'âge qui délimitent plein de choses. C'est-à-dire que les avantages diminuent, plus on vieillit, plus ça diminue. C'est ça, on a tendance à considérer qu'on a un rendez-vous avec soi-même à une certaine tranche d'âge, et moi j'ai tendance à retenir 60 ans, pour deux raisons, parce que dans la tranche de la cinquantaine, on a cette décote de 50% qui permet en fait de diviser par deux ou de multiplier par deux sa capacité de transmission. Et d'autre part, comme nos abattements, notre capacité à transmettre se régénère tous les 15 ans, on peut considérer qu'à 60 ans, en principe, avec son espérance de vie, on aura une deuxième tranche de donation possible à 75 ans. Très bien, on va passer à un cas particulier et qui est évidemment très répandu, c'est le cas du chef d'entreprise et ou de la profession libérale, que je vais mettre moi dans le même lot que le chef d'entreprise. Je ne suis pas sûr que ce soit très, très bien de le faire, mais est-ce qu'il y a des choses à faire quand on est chef d'entreprise ou profession libérale? Alors, il y a on va avoir deux situations. Effectivement, il y a des choses à faire. On s'est occupé de son entreprise. À terme, cette entreprise, elle doit être transmise ou vendue. Et donc, il y a un dispositif spécifique qui s'appelle le dispositif Dutreil, qui prévoit d'appliquer un abattement fort pour encourager les transmissions d'entreprises, l'idée étant de préserver l'emploi et d'assurer la transmission des PME. Cet abattement est de 75% et il va pouvoir se cumuler avec les autres décotes, dont la décote d'usufruit dont on parlait, c'est-à-dire que quelqu'un qui transmettrait son entreprise à 55 ans ou à 58 ans, bénéficierait d'une première décote s'il ne transmet que la nue propriété et d'une seconde décote de 75% sur cette valeur. Oui, donc on pourrait imaginer qu'on transmet à ses héritiers la nue propriété de l'entreprise tout en continuant à la diriger. Tout à fait, il y a des règles bien spécifiques en termes de direction de l'entreprise. Le dispositif a été fait pour s'assurer qu'effectivement il y ait bien transfert et poursuite de l'activité. Donc il y a des conditions et là il faut vraiment consulter un spécialiste sur ce type de dispositif. Plus le dispositif est avantageux, plus il a de conditions. Et plus c'est technique et plus il faut voir un technicien. Pour les professions libérales, c'est la même chose. Alors les professions libérales, c'est un peu différent parce qu'il y a des professions libérales avec des charges, et j'imagine que certaines ne sont pas transmissibles, ou en tout cas il faut avoir le diplôme. Mais les professions libérales, un assureur, un cabinet d'assurance par exemple, c'est possible de faire la même chose? Voilà, ça va être plus anecdotique en fait, la transmission, parce que ça supposerait que l'héritier
soit remplissent les conditions pour exercer la profession. Et s'il y a plusieurs enfants, ça va poser un problème d'égalité entre les différents enfants si certains exercent la profession et d'autres ne l'exercent pas. Voilà. En revanche, sur les professions libérales, on va avoir une approche qui là aussi peut faire intervenir une société, qui pourrait consister à mettre l'activité médicale, architecte, avocat, que sais-je encore, notaire, dans une société d'exercice. Comme on en parlait tout à l'heure pour les sociétés civiles dans lesquelles on mettrait un compte Veracash ou au coffre. Et cette société d'exercice, un jour, va vendre l'activité. Donc la société va devenir une société patrimoniale. Elle détiendra le prix de vente de l'activité qui pourra être réinvesti dans de l'immobilier, dans du mobilier, dans du financier, tout à la fois, tout est possible. Et ça signifie aussi que ce patrimoine qui était très professionnel dans les professions libérales, très attaché à la personne, on va pouvoir le mettre dans une société et cette société sera divisée en parts sociales et on pourra alors faire la donation de la nue propriété des parts sociales de manière égalitaire ou inégalitaire entre ses enfants avec la même liberté de conception que ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça peut être le point de départ d'un fonds d'investissement familial par exemple ou Ça pourrait, tout à fait. Ça dépend de la configuration de la famille, de la valeur dont on parle. Avant de passer aux questions, on va parler d'un ultime outil qui est peu utilisé en France, qui s'appelle le mandat de protection future, et qui effectivement là est vraiment dans la prévision absolue, puisque de son vivant, on va désigner en tant que chef d'entreprise des personnes qui auront la charge de faire tourner l'entreprise, de respecter les héritiers. Enfin, c'est un outil qui est très efficace en cas d'accident, d'invalidité, etc. Oui, on s'est beaucoup focalisé, on a beaucoup parlé de disparition totale et définitive, d'anticiper cette disparition ou de la subir dans une succession. Alors qu'il peut nous arriver des petits problèmes. Des petits problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de projeter les difficultés qui peuvent arriver et qui peuvent être non définitives. Et le mandat de protection future, il peut servir à ça. Il s'agit d'organiser les décisions qui concernent votre patrimoine à un moment où vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc, on ne parle pas de tutelle, on parle vraiment, on peut parler d'une hospitalisation, d'un coma ou d'une difficulté temporaire. On ne peut pas s'exprimer. Le mandat de protection future, ça permet de désigner une personne à qui on va donner des pouvoirs sur mesure. C'est-à-dire, là, ce n'est pas une formule légale. Je peux dire que pour mes biens immobiliers, ce sera telle personne. Pour la gestion de mes comptes bancaires, ce sera telle autre personne. Ça peut vraiment être défini à la carte. Je peux définir les pouvoirs, les restreindre. Ça peut être très général. Le mandat de protection future, s'il est fait chez notaire, et c'est à recommander, il pourra aller très loin, y compris prévoir des ventes d'immeubles s'il le fallait. Voilà. L'idée, c'est de gérer cette situation transitoire en choisissant ses représentants. Encore une fois, quand on commence à s'intéresser à toutes les questions qu'on évoque, là, il s'agit d'essayer de faire en sorte que ce patrimoine qu'on a construit au cours de sa vie continue de conserver son intégrité. Et plus intéressant, je peux désigner un mandataire qui peut être une personne de cœur en fait, mais je peux aussi désigner un contrôleur du mandataire. Oui, parce que j'allais vous poser la question. Votre compagne, tout va bien et vous vous retrouvez dans le coma, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, ou l'inverse, ou ça peut être des amis, quelqu'un de la famille, etc. Le principe de base, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je peux avoir désigné une personne en qui j'ai toute confiance. Et ça nous envoie à la notion de tiers de confiance qu'on connaît déjà, comme pour désigner son représentant vis-à-vis des autorités de santé. Mais c'est vrai aussi vis-à-vis des questions juridiques. Et puis désigner une personne qui sera peut-être une personne de raison, qui fera en sorte et qui aura peut-être plus de compétences en matière de gestion, pour créer un binôme en fait, une personne qui connaît mes aspirations, mes valeurs, mes volontés, et une personne qui s'assure que les choix sont aussi des choix de raison. Alors ça peut être l'expert comptable, j'imagine, cette personne, l'avocat, le notaire, des gens comme ça. Tout à fait, tout à fait. On peut penser au trustee à l'anglo-saxonne, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir désigner plusieurs personnes avec plusieurs pouvoirs. Donc quand on parle d'un expert comptable ou d'un avocat, on parle de gens qui ont une compétence, mais qui vont se limiter à cette compétence.
on ne parle pas de trust à proprement parler dans le mandat de protection future, et c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est vraiment quelque chose à composer avec ses conseils, que ce soit avocat ou notaire. Très bien, on va passer à vos questions qui sont nombreuses puisque je commence à les avoir sous les yeux et elles vont commencer à être très précises. Donc on va essayer de répondre. Donc la première question, maître, c'est quelle est la stratégie pour un couple sans enfant? On va dire qu'il est marié, ce couple. Alors en fait, la stratégie, ça va être un petit peu, enfin la démarche, ça va être un peu la même pour tout le monde. La première des choses, c'est de faire l'inventaire de ses biens. Et en suivant, c'est de définir quelle est la volonté que chacun peut avoir sur ces biens-là. Voilà. Donc c'est difficile de donner une réponse à cette question parce que ça va vraiment être du sur-mesure. Certaines personnes vont vouloir garantir le conjoint survivant et d'autres personnes vont avoir des projets qui sont plus différenciés. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on n'a pas d'autres projets de transmission. Si je n'ai pas désigné de notaire, que se passe-t-il? Je n'ai rien prévu, je n'ai rien organisé, je n'ai pas de notaire. Donc, fort heureusement, nous avons en France des notaires. Et donc, les héritiers vont faire le choix d'un notaire. S'il n'y a pas un désigné, il n'est pas nécessaire qu'il soit désigné par anticipation. En revanche, si on a prévu et qu'on a fait un testament, c'est bien que les héritiers sachent qui est le notaire dépositaire du testament. Oui, sachant que de toute façon, les notaires ont une base de données centrale et donc fait. ils font appel à cette base de données. C'est ça. Donc n'importe quel testament déposé chez un notaire en France va remonter. Tout à fait. Donc si je n'ai pas désigné de notaire, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que la part réservataire, il y a pas mal de questions là-dessus, ne concerne que les enfants ou les héritiers directs? C'est bien la part héréditaire, on pourra appeler ça comme ça, ou c'est pas la même chose? Oui, la part réservataire, ça concerne avant tout les enfants. Et ça peut concerner le conjoint s'il n'y a pas d'enfant. Pas de frères et sœurs Après, il y a des situations plus complexes, mais basiquement, je pense qu'il faut s'en tenir à ça. C'est que la part réservataire, ça désigne avant tout les enfants. 1, 2, 3, on a vu la moitié, 2 tiers ou 3 quarts. Et le conjoint survivant qui a une part réservataire sur la moitié du patrimoine s'il n'y a pas d'enfant. Après, on a des situations plus complexes avec des enfants de différents mariages, des situations de parents s'il n'y a pas d'enfant, de parents du conjoint s'il n'y a pas d'enfant. Là, c'est des questions, il faut répondre aux questions précises si on veut ne pas perdre tout le monde parce qu'il y a un inventaire assez long. Oui, et puis aujourd'hui avec les cellules familiales extrêmement complexes, avec des remariages, là on va se retrouver avec des enfants d'un premier lit, qui est une expression consacrée, et des enfants d'un deuxième lit, est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce qu'on peut les déshériter parce qu'on les aime plus du tout? Alors il y a des constantes en droit successoral, c'est qu'on ne peut toujours pas déshériter ses enfants. Bon. Quels qu'ils soient. Voilà, et en revanche, on peut adopter des enfants qui seraient les enfants du conjoint, par exemple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que une fois qu'on a fait l'inventaire de ses biens, qu'on a bien défini ses volontés, on peut aller consulter pour savoir quel est l'outil le plus adapté ou quels sont les outils les plus adaptés. La chance qu'on a en droit successoral, c'est qu'on peut composer sa succession ou son partage anticipé. Je peux aussi donner de la pleine propriété par anticipation. En fait, on a une trousse à outils qui est extrêmement riche pour atteindre son objectif. Objectif qui peut changer au fil des ans. C'est aussi important de le dire, c'est que vous m'avez dit tout à l'heure, il y a du SAV un peu obligatoire. Alors, c'est certain que dès qu'on commence à mettre en place des stratégies un peu sophistiquées, on parlait de société civile, par exemple, tout à l'heure. Il y a une certaine maintenance à assurer, puisque la matière juridique, elle n'est pas figée. Il ne faut pas se dire que, puisqu'on a fait un bon montage il y a 5 ans, il sera valable à vie. Les règles changent. On a des décisions de justice qui viennent changer notre perception. Il y a des nouvelles lois qui ont profondément changé les choses, notamment sur le conjoint survivant, dont on a renforcé considérablement les droits. Donc j'ai envie de dire, il faut consulter régulièrement suivant la complexité de la situation. Ça peut être 5 ans, ça peut être tous les 2 ans, ça dépend. Oui, à chaque incident ou accident de la vie ou nouvel événement de la vie. Oui, et puis on a le droit, si on a fait un testament, on a le droit de changer d'avis et de reprendre son testament. En revanche,
donner ses données. Et quand on a fait une donation, elle est définitive. Alors, on me pose une question pour compléter l'idée du célibataire sans enfant, mais il a des frères et sœurs. Est-ce que là, il va y avoir un transfert des héritiers sur les héritiers les plus proches? Alors, ça va dépendre s'il y a des ascendants. En fait, la question qui se posera, c'est les parents sont-ils toujours vivants au jour du décès? C'est les parents qui seraient prioritaires dans ces cas-là. Quelqu'un s'intéresse au mandat de protection future. Est-ce qu'il est possible pour tous les types de sociétés, et même lorsqu'on a des associés? Dans ces cas-là, c'est que pour sa part, par exemple Alors, le mandat de protection future, on va donner des droits d'expression ou de gestion à la personne qu'on aura désignée. Il ne s'agit pas de transmettre les parts sociales. Si on parle de société, par exemple, je ne vais pas transmettre des parts sociales sans respecter l'agrément de mon associé. Il s'agit juste de dire qui votera à ma place dans les assemblées générales, pour être concret. D'accord. On me parle de transmission d'un cabinet médical, donc on est sur la profession libérale avec quelque chose de très spécifique, parce que j'imagine que si on n'est pas médecin, est-ce qu'on peut être quand même propriétaire d'un cabinet médical? Non, là c'est un problème ordinal. Et chaque profession réglementée pose ses conditions, donc on ne peut pas être propriétaire d'un cabinet médical sans être inscrit à l'ordre des médecins. Ce serait pareil pour un dentiste, un vétérinaire, etc. Mais la mise en place de sociétés, de structures de sociétés, permet de retrouver du pouvoir en fait de choix, c'est-à-dire chaque profession autorise dans une société de médecins, de vétérinaires à ce qu'il y ait, alors ça dépend des professions, un quart, la moitié d'associés qui ne soient pas professionnels. Oui, il peut y avoir des investisseurs. Si un cabinet médical, une clinique décide de se développer, elle peut dire je fais appel à des investisseurs non professionnels. Oui, mais même sur un praticien qui soit spécialiste ou généraliste, il aurait le droit dans sa société d'exercice d'avoir un quart des parts qui soient détenues par des non-médecins. Alors, une question sur les SCI. Une SCI peut-elle être transformée en SCP? Alors, il faut bien définir ce que c'est qu'une SCP. Est-ce qu'on entend par SCP société civile professionnelle ou société civile particulière ou patrimoniale? Oui, ou patrimoniale. Alors je n'ai pas la réponse. Alors, je vais quand même répondre en disant que la société civile immobilière n'existe pas en tant que telle, en fait. C'est un peu un abus de langage. Ce n'est qu'une société civile dont l'objet est immobilier. Mais dans le Code civil, on parle de société civile d'une façon générale. Et donc cette société civile, elle peut être purement immobilière, si on a souhaité que ce soit le cas, mais elle pourrait être hybride, en fait. Elle pourrait détenir des immeubles et détenir des portefeuilles. Elle pourrait ne détenir que des portefeuilles. La société civile, c'est un grand espace de liberté par rapport aux sociétés commerciales. C'est qu'on peut vraiment définir son activité du moment qu'elle n'est pas commerciale. Très bien. Alors, on parle évidemment très concret. Combien coûte la mise en place, l'analyse ou la mise en place d'une stratégie patrimoniale de transmission de patrimoine de son vivant? C'est une excellente question à laquelle je vais renvoyer à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une démarche de réflexion sur son patrimoine, ça commence par faire l'inventaire de ses biens en fait, et de ses volontés. Et ce n'est qu'au vu des volontés et du patrimoine qu'on va savoir le niveau de complexité ou de sophistication. C'est pas forcément compliqué, mais ça peut faire appel à des dispositifs plus sophistiqués comme la société civile par exemple, ou la convention d'indivision, ou la convention d'usufruit. Qu'on va pouvoir chiffrer en fait le coût. Mais les outils sont très différents en fait les uns des autres. Le mandat de protection future n'a rien à voir avec la constitution d'une société civile. Les deux peuvent se conjuguer. Voilà. Donc c'est difficile. Il faut en revenir au fondamental, c'est-à-dire prendre soin de son patrimoine. C'est aussi s'intéresser à ce qu'il ne s'affaiblisse pas dans nos dernières années ou après la succession. Et ça suppose avant tout d'avoir une démarche. Et la première démarche, c'est le propriétaire qui l'a fait, c'est de faire l'inventaire de ses biens et l'inventaire de ses volontés. Et ça n'a rien de forcément simple.
Oui, et puis j'imagine que si vous avez de bonnes relations avec votre conseil, qu'il soit avocat ou votre notaire, ça se fait un peu tout au long de la vie, et donc finalement c'est difficile de dire tel acte, telle décision se chiffre tant. Alors voilà, clairement dans notre pratique à nous, on a vraiment deux situations, des dossiers de personnes qui arrivent et il faut prendre le dossier, qu'on le découvre, et des dossiers de personnes qu'on connaît, un peu comme un notaire de famille ou comme un médecin de famille, et on a déjà l'antériorité, l'historique familial, et on a déjà balisé la piste en réalité. Donc sur un dossier de ce type, par exemple, on peut rajouter le mandat de protection future, qui est un outil assez récent, à une organisation mise en place il y a 20 ans, à l'époque où le mandat de protection future n'existait pas. Mais finalement, quand le travail est déjà commencé, quand les fondations sont déjà faites et que la maison a déjà été dessinée, il s'agit juste après de redistribuer les pièces ou de faire une extension. Oui, ce qui peut être long, c'est la maïotique pour arriver à faire accoucher la personne de ses volontés. Oui. Ce qui est aussi très intéressant dans votre métier. Oui, ce qui est très intéressant parce que je pense que ça demande de la réflexion et c'est de la réflexion intéressante. Dernière question, puisqu'il est l'heure. Alors on revient sur les comptes au coffre. Quelqu'un se pose la question, cette personne voudrait faire une donation à plusieurs de ses petits-enfants. Est-ce que c'est possible? Je crois qu'on a un peu répondu, mais Alors, oui, pour le coup, on parlait tout à l'heure de la donation numéraire avant 80 ans. C'est quelque chose qui pourrait tout à fait être fait. Si on veut éviter l'indivision, ça veut dire qu'il va falloir retirer du compte au coffre les actifs sous-jacents qui y sont, les diviser en 2 ou 3, et grâce à ça, ouvrir des nouveaux comptes, peut-être individuels, à chacun des petits-enfants. Après, il est possible aussi de créer une indivision. On l'a un peu critiqué tout à l'heure, mais on vit avec des indivisions très courantes. On pourrait très bien faire en sorte qu'à partir d'un compte unique, on donne un tiers, un tiers, un tiers. Tout peut être composé. Et on peut mettre un compte dans une société civile et proposer des parts? Tout à fait. On pourrait, si on veut éviter l'indivision tout en créant une communauté, il y a un peu deux approches qui s'opposent. Une qui consiste à faire des lots divis. Chaque enfant, petit enfant, a son lot dont il fera ce qu'il voudra. Et une autre vision qui consiste à dire je réunis l'ensemble de mon patrimoine et je réunis mes héritiers, et en revanche je veux éviter les situations de blocage, et là on aura intérêt effectivement à mettre ce compte pour éviter l'indivision dans une société civile, à faire le découpage des parts qui paraît le plus raisonnable, à se réserver un pouvoir de contrôle de son vivant, un pouvoir de gestion de son vivant, et à organiser le partage des revenus et des plus-values. Alors, j'avais dit que c'était la dernière question, mais on va en poser une dernière. Comment on fait dans le cadre d'une donation-partage, pour arriver à conserver l'égalité si on a des biens qui ont des valeurs qui évoluent au fil du temps? On parle d'actions, on va parler de pièces d'or. Comment on fait pour que, si on n'a pas donné la même chose à tout le monde, pour pas qu'il y ait quelques années après des procès, des conflits comment ça fonctionne, ça? Alors, c'est précisément la différence entre la donation simple et la donation partage. La donation simple, on a dit tout à l'heure qu'on allait refaire un calcul au jour de la succession pour voir dans quel état se trouve le bien qui a été donné ou le réemploi de ces biens au jour du décès. Dans la donation partage, on va faire des comptes définitifs. Donc il n'y aura pas de problème de savoir si les titres ont perdu de la valeur, ont pris de la valeur par rapport à l'autre bien qui a été donné à l'autre personne. On va s'assurer que les lots sont égalitaires au jour de la donation, et ensuite cette donation sera définitive, on ne la reprendra plus après. Chacun des donataires aura accepté son lot et aura reconnu que son lot a la même valeur que le lot d'à côté. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'espère que vous avez été nombreux à être convaincus qu'il faut vraiment préparer la transmission de son patrimoine. Vous avez bien entendu, notamment autour de la cinquantaine, il y a quand même pas mal d'avantages. Et donc, merci à tous.